Alors bonjour à tous. Le 20 janvier 2024, l'année dernière, il fut question, dans le cadre de la Journée internationale de la médiation professionnelle, du bien vivre ensemble. Nous avons débattu de la manière dont nous pouvions tisser des liens harmonieux avec autrui et contribuer ainsi à l'élaboration d'un véritable projet sociétal. Alors, dans la continuité, cette année, nous allons aborder la notion de projet éducatif. Pour animer cette conférence en ligne, j'ai à mes côtés, comme à l'accoutumée, mes compagnons de voyage, mes amis, j'allais dire, donc François Terrain et Jean-Bruno Chantraine. Merci à vous, une fois de plus, d'être là à mes côtés. Donc, tous les deux sont médiateurs professionnels. Et je remercierai jamais assez, car cette gym n'aurait jamais existé sans elle, Annie Lascaux, qui a assuré donc tous les montages des interviews réalisées. Jérémy également à la technique. Grand merci à Jérémy. Et aussi, cette année, s'est rajoutée à l'équipe Valérie Pasquale, qui a grandement contribué à cette nouvelle édition de la GIMP. Pourquoi? Parce qu'elle a réalisé pour la plupart les interviews que nous allons visionner ensemble. Donc, merci encore à elle. Alors, que souhaitons-nous pour nos générations présentes et à venir? C'est la question que nous pouvons, voire que nous devons nous poser dans le cadre d'une vie en société, d'un bien vivre ensemble en société. Ce sujet nous concerne tous, sans aucune exception, et je reprendrai volontiers la citation de quelqu'un que j'aime particulièrement, qui est Albert Jacquard, qui nous dit: il nous faut regarder l'avenir dans le regard des enfants, et en particulier quand ce regard est insoutenable. Cet avenir dépend de chacun de nous. Ça ne dépend que des hommes, donc c'est réalisable. Alors, j'allais vous dire, eh bien, à nous de jouer. Quelle éducation souhaitons-nous mettre en place pour nos petits, voire nos plus grands? Chez Rubin, les nouvelles orientations du gouvernement ont consisté dans la mise en place, dans le cadre des programmes scolaires de la rentrée 2024-2025, la mise en place de cours d'empathie, lesquels s'inscrivent plus généralement dans le cadre d'une politique de lutte contre le harcèlement à l'école, déclarée priorité absolue pour le gouvernement. Alors, de quoi parle-t-on précisément? Qu'est-ce que l'empathie? Plus encore, qu'est-ce que la bienveillance? Et que dire d'une notion qui est bien différente des deux premières, qu'est l'altérité? Nous avons mené une petite enquête, n'est-ce pas, Jean-Bruno? Alors, je dirais presque plus qu'une enquête, un micro-trottoir qui a été réalisé auprès d'enfants, auprès d'adultes également, sur trois définitions. Qu'est-ce que l'empathie? Qu'est-ce que la bienveillance? Et qu'est-ce que l'altérité? C'est être gentil avec une personne, prendre soin. C'est le fait de toujours, faire passer le bonheur des autres, peut-être pas avant soi-même, mais de trouver important. Alors pour moi, la bienveillance, c'est l'acceptation des autres, être un minimum ouvert d'esprit, savoir, accepter l'autre et ne pas juger. La bienveillance, c'est quand on s'entend bien et qu'on prend soin des autres. Je dirais c'est de vouloir faire du bien aux gens, d'être gentil avec les gens pour pouvoir les aider dans quelques situations ou de pouvoir les rendre plus heureux au quotidien. Une attitude visant à prendre soin de l'autre. La bienveillance, pour moi, c'est être capable d'aider un élève tout en étant positif, ne pas le rabaisser, l'amener toujours à progresser dans un état d'esprit positif. Dès lors qu'il y a cette notion de bien ou de mal, ça veut dire toujours qu'il y a une question de référentiel, il y a une question de comparaison. Je compare ce que fait l'autre par rapport à mon référentiel à moi.
Et à partir de ce moment-là, j'ai moi un seuil, on va dire, d'acceptabilité, hein, pour pouvoir être bienveillant. La bienveillance, ça va être dans le comportement. Ça veut dire que bienveillance, je suis bon, je me comporte bien, j'aide, il y a des faits. Ça va être un mode de fonctionnement plus qu'un ressenti émotionnel. Pour moi, l'empathie, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre, de se rendre compte des sentiments qu'il peut avoir, de s'il va bien, s'il ne va pas bien, pour avoir un comportement qui puisse l'aider, peut-être le réconforter. Alors l'empathie, si je devais le définir ce mot, pour moi, c'est la capacité qu'une personne peut avoir à appréhender le cadre de référence interne d'une personne. C'est la capacité que moi, j'ai en tant qu'interlocuteur d'imaginer la position de l'autre, c'est-à-dire mettre des mots sur ce que peut ressentir peut-être l'autre. Et dans ce cas, au lieu même de me pencher sur lui, en fait, en réalité, je me penche sur moi. Parce que quand on est empathique, on dit, si j'ai bien compris, si je pense. Donc, au lieu de parler de l'autre, donc je parle de moi-même. Alors l'empathie, ça va être la capacité qu'on a à pouvoir identifier les émotions de l'autre, se mettre à la place de l'autre. Donc ça peut être un empathie, tout ce qui est émotionnel, donc savoir il est triste, mais aussi pouvoir accepter son point de vue et ressentir son point de vue. Pour moi, c'est de ressentir un peu de la pitié envers les autres qui sont dans le besoin, que même on peut aider un peu en quelque sorte. C'est de vouloir toujours aider les autres, qu'on voit quand on peut apporter une aide ou même pouvoir demander une aide à quelqu'un d'autre, de pouvoir leur apporter un peu de bonheur dans leur vie aussi. L'empathie, pour moi, c'est se mettre à la place des autres, essayer de ressentir ce que les autres ressentent dans une situation au lieu de juger la réaction d'une personne face à une situation. De l'empathie, c'est quand t'as de la peine, mais que c'est pas parce que il a mal ou qu'il est triste, c'est parce qu'il est bien, donc t'es content pour lui. Empathie, c'est le fait de comprendre les autres quand ils vont mal. Pour moi, c'est de vivre ensemble et être capable de reconnaître l'autre comme mon semblable. Tenir compte de l'autre, de ce qu'il est, et discuter de manière à ce que nous puissions, en tout cas, construire un projet relationnel d'entente pour que nous avançons vers la paix et la paix sociale, l'entente et l'entente sociale. Et c'est exactement avec la notion Ubuntu ce que Mandela a réussi à faire avec cette notion d'altérité. Alors là, je sais pas du tout. Pour moi, de l'altérité, c'est vraiment tenir compte de l'autre. On vit dans une société où on n'est pas seul. Tenir compte de l'autre dans sa présence, dans son existence, et donc ne pas nier ce qu'il est. Nous pouvons constater que ces notions ne sont pas évidentes en définitive à cerner, même entre bienveillance et empathie. L'altérité, a priori, est assez méconnue. Alors, qui veut prendre la parole? François? Jean-Bruno? Alors, avant de revenir sur les définitions en elles-mêmes, un terme qui est revenu dans les différentes explications qui nous ont été proposées, c'est accepter ou l'acceptation. Vous savez, vous nous suivez depuis quelques années, j'aime bien regarder la définition des termes qui sont utilisés. Dans le cas présent, je suis allé voir le Larousse, qui nous parle de consentement, d'accord, d'agréer à quelque chose, à un projet, à une situation. Pour l'acceptation, le Larousse va même plus loin et explique au lecteur que c'est une action d'accepter l'adversité. C'est un type de soumission et de résignation. Alors au lieu d'accepter les différences de l'autre, ce qui peut être parfois compliqué, peut-être pourrions-nous simplement accueillir. Accueillir l'autre en tant qu'autre. L'accueil devient alors une action dans l'altérité, une action de reconnaissance des différences et des légitimités. Merci François. Ce que je pourrais rajouter, si tu permets, bien sûr, dans la difficulté de l'altérité,
c'est d'accueillir l'autre en tant qu'il est autre, comme tu l'as dit, mais en faisant attention à ne pas projeter un référentiel qu'on aurait nous-mêmes en nous, culturel, héréditaire, de valeur, vraiment reconnaître à l'autre son entière différence. Et comme tu dis, l'accueil implique qu'il n'y a pas de seuil, qu'il n'y a pas donc de tolérance avec un seuil ou de liberté qui s'arrête là où commence celle de l'autre. Mais j'aimerais aussi revenir sur empathie et bienveillance. C'est pas mal, moi je trouve, par rapport à toi, Edith, je trouve que c'est pas mal quand même défini. Les enfants sont quand même naturellement assez proches et ils sont enthousiastes. Comme ils ont toujours une imagination incroyable, c'est toujours important de leur laisser la parole. Et les adultes aussi sont quand même relativement proches de la notion d'empathie et de la notion de bienveillance. J'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant de les écouter. Par contre, c'est vrai que l'altérité n'est pas au rendez-vous. Elle n'est pas dans le système, ni d'éducation, ni de connaissances, ni culturelle, il faut bien le dire. Et je pense que ça va être un peu tout l'enjeu de notre débat pour cette JIMP 2025. Mais c'est vrai, Jean-Bruno, que c'est encore un terme trop largement méconnu, ce terme d'altérité. Même si la posture, petit à petit, fait son chemin, plus chez les adultes d'ailleurs que chez les plus jeunes. Je me pose la question de pourquoi avons-nous des difficultés à transmettre cette notion? Pourtant, nous avons réussi à transmettre les notions de bienveillance, d'empathie, d'adversité. Nul besoin de se mettre à la place de l'autre. On peut peut-être essayer de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Est-ce que pour autant, on peut ressentir ses émotions, ses sentiments, ses ressentis? Des fois, la ligne est fine entre l'empathie et la sympathie même. Nous vivons tous des émotions de façon différente. La peur, la colère, la joie. Est-ce que la façon dont cela résonne en toi résonne en moi de la même manière? Tu poses là une véritable question fondamentale pour moi. C'est qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Quelqu'un dans une cour de récréation pourra paraître la cible parfaite pour un manque d'empathie de la part de ses amis ou de bienveillance, et en fait, il n'en sera rien. Or, quelqu'un qu'on croirait vraiment prêt à recevoir de l'empathie et de la bienveillance de la part de ses amis sera la cible d'un rejet. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a une sensibilité finalement tellement différente qu'elle va s'exprimer toujours par l'émotion, de manière prépondérante? On a un gros cerveau limbique qui fait 2/3 du cerveau avec un petit néocortex qui rationalise et un cerveau reptilien qui est pas toujours mis en avant, donc qui s'exprime peu. Et finalement, c'est nos émotions qui s'expriment avec des sensibilités toutes différentes, vraiment différentes. Et on aimerait légiférer ça et on aimerait dire, en prenant des cours d'empathie, prenons des cours de bienveillance, comme ça, on va être bien équipé et ça va se passer le mieux qu'il est possible. Eh bien, malheureusement, pour moi, ça ne fonctionne pas. Je pose la question. Bon, mais ça, merci Jean-Bruno, parce qu'on y reviendra sur, et d'ailleurs c'est la deuxième partie, je dirais, que l'on va aborder pour savoir si effectivement ces cours d'empathie, de quoi parle-t-on exactement et est-ce que c'est satisfactoire? Est-ce que ça apporte une nouveauté dans, je dirais, ce champ scolaire? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des cours d'empathie? Mais ça, on va en débattre un petit peu plus loin. Pour revenir à ces définitions, peut-être que on pourrait peut-être aussi ajouter à vos propos que bienveillance, empathie, eh bien, on reste toujours soi-même par rapport aux autres. On ne prend pas en considération le fait que l'autre est autre, avec toutes ses émotions. Et avec en plus la notion de bienveillance, eh bien, bienveillance, c'est bienveillance, c'est-à-dire je vais veiller sur toi. Il y a une certaine, je dirais, hauteur que l'on prend par rapport à l'autre. Et là, ça peut poser de problème parce que être bienveillant,
certes, c'est protéger, mais c'est finalement faire que l'autre soit amené à ce que vous êtes en train de le conseiller, de lui conseiller, de lui proposer, voire peut-être même indirectement de lui imposer. Il ne peut pas réfléchir par lui-même, il est sous cette emprise, la vôtre, qui est bienveillant. Alors, vous voulez bien faire, mais en définitive, eh bien, être bienveillant, c'est empêcher à l'autre d'être autre et de pouvoir réfléchir par lui-même dans le cadre d'une véritable liberté, liberté de décider, liberté avant tout en amont de réfléchir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Oui, avoir un regard qu'on nous a inculqué, c'est vrai, d'éducation, hein, bienveillant sur l'autre, même si c'est surveillant qu'il soit bien comme on le pense nous, c'est nécessaire, surtout avec les enfants. Au début, si les institutrices et les instituteurs n'étaient pas, ou les professeurs n'étaient pas bienveillants avec ces petits bouts de chou qui progressent dans la vie, qu'est-ce qu'ils seraient? Qu'est-ce qu'ils seraient? Alors, ils seraient pas malveillants, mais il manquerait quelque chose. C'est cet amour qui nous lie, c'est cette relation dont on a besoin de se sentir avec un regard de bonté, bienveillant. Mais effectivement, tu as tout de suite montré qu'il y avait des limites à ça. Parce que si l'enfant, au bout d'un moment, ne correspond pas à ce que l'on veut lui inculquer comme notion de bienveillance, eh bien, ça devient de la surveillance. Et on va, à ce moment-là, se demander pourquoi est-ce qu'il n'est pas bienveillant comme on aimerait bien qu'il soit bienveillant. Donc, ça a tout à fait mis le doigt sur quelque chose de très important qu'on va pouvoir développer, je pense, par la suite. D'où le titre finalement de notre conférence aujourd'hui, qui est Une éducation sans bienveillance, sans empathie, qu'en pensez-vous? On y a rajouté bien évidemment cette notion d'altérité que l'on va développer un peu plus loin. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous pencher plus en avant sur les mesures gouvernementales qui ont été mises en place depuis la rentrée scolaire. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont les cours d'empathie, exactement. Ces cours d'empathie ont été envisagés dans le cadre d'un dispositif de lutte contre le harcèlement scolaire. Ce sujet a été traité dans le cadre de la GIMP de 2022, donc je vous renvoie sur mediator.tv pour visionner en définitive ce replay de la GIMP 2022. Pour l'heure, des professionnels se sont exprimés quant à ces fameux cours d'empathie. Et je vous invite à écouter leurs témoignages. Pour ma part, enfin pour ce que j'en pense et aussi compte tenu de l'expérience que j'ai, je dirais que c'est une bonne base. C'est-à-dire que c'est une base intéressante qui a le mérite, tout du moins, de reconnaître la part en fait de l'émotion, de l'émotivité pour les enfants dans la réussite éducative et scolaire. Après, moi, ce qui m'interpelle, c'est savoir effectivement si ces cours d'empathie se limitent aux cours d'empathie, c'est-à-dire si c'est juste effectivement faire prendre conscience et connaissance des émotions, de les nommer, comme j'ai lu effectivement dans le kit éducation nationale, d'organiser des ateliers pour apprendre à reconnaître ses émotions, à reconnaître que les autres peuvent avoir ces mêmes émotions, c'est pas assez. Si on fait de l'empathie que pendant les cours d'empathie, entre guillemets, ça ne résout absolument aucun problème. Moi, je me pose la question de savoir, justement, parce que c'est dédié, c'est dit cours. Donc, qui dit cours, en tant qu'enseignant, dit effectivement évaluation. Et d'ailleurs, c'est bien explicité comme ça dans le kit pédagogique, que ce sont des compétences à acquérir pour l'élève, des compétences psychosociales à acquérir. Donc, comment, en tant qu'enseignant, je sais que l'élève a acquis ses compétences ou pas. Moi, je trouve que ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie. J'étais d'abord vraiment très surprise qu'on en arrive là. Je veux dire, bon, d'accord, maintenant, en 2024, il faut qu'il y ait des cours d'empathie pour éviter les violences, les tensions. Donc, je me suis dit, bon, la société va vraiment mal. Donc, on en arrive là parce que on vit dans un monde, pour moi, éminemment social et
forcément avec une place importante à donner à l'altérité parce qu'on n'est pas seul dans cette société. Mais je me suis aussi posé la question de me dire, mais est-ce que c'est seulement à destination des enfants ou est-ce que c'est pas aussi se dire qu'il faudrait que les enseignants aient aussi une réflexion là-dessus pour eux travailler à avoir une plus grande empathie envers leurs élèves, une meilleure, une bienveillance pour que le jeune puisse apprendre dans de meilleures conditions et dans un climat affectif rassurant. Et puis après de me dire, mais finalement, je me suis aussi posé la question de me dire, mais on nous demande, nous, d'être dans la bienveillance avec nos élèves et dans l'empathie, mais en même temps, on nous a changé parfois, enfin, on nous a changé les configurations de classe en prenant une école inclusive, mais sans nous donner, donc inclusive, donc où on doit accueillir tout le monde, mais sans forcément nous donner les moyens d'accueillir tout le monde dans les conditions nécessaires et sans avoir les armes pour le faire correctement et pour que ça puisse se faire avec empathie et bienveillance, ce que je trouve particulièrement malveillant de nos autorités. Je pense que d'un point de vue très opérationnel, si on place des enfants harceleurs face à un film, comme c'est vraiment la mode institutionnelle, ils aiment les clips voilà, où ils montrent des trucs horribles, et donc leur objectif, c'est en effet de susciter l'empathie et de préoccuper, puisque c'est ça la méthode institutionnelle, de préoccuper les harceleurs en faisant appel à leur empathie, c'est vraiment ça l'idée, les cours d'empathie ayant le même objectif. Bien entendu que les enfants harceleurs, sur le moment, ils vont trouver ça super triste. Ils vont dire c'est horrible, c'est affreux, etc. Mais c'est dans cet espace-temps de la vidéo ou c'est dans cet espace-temps de l'heure de vie de classe où on va leur dire regardez à quel point c'est horrible quand un enfant se fait harceler. Donc à cet instant précis, ils vont ressentir de l'empathie, bien entendu, ou alors pas, mais alors c'est qu'ils sont vraiment très psychopathes, ce qui est assez rare en fait finalement. Mais au moment même, c'est-à-dire 2 heures plus tard, 2 jours plus tard, 2 mois plus tard, où ils vont être dans cette situation potentielle de plaisir, je le redis, ressenti, de sécurisation parce que les enfants harceleurs se disent que si ils harcèlent, eh ben, ils seront pas harcelés, ce qui est assez juste d'un point de vue parfaitement cynique. Au moment même où ils vont faire ça, ils vont pas se souvenir de la vidéo. C'est faux de penser ça. Pour répondre à la question des cours d'empathie à l'école, pourquoi pas, mais à condition que cela s'applique aussi aux adultes, puisqu'il faut qu'ils soient aussi le modèle, quelque part, pour accompagner les enfants. Qu'on ne peut pas dire aux enfants « soyez empathiques » en étant nous-mêmes pas dans une relation empathique. Je trouve que c'est complètement incongruent. C'est très bien que ce soit au programme, mais c'est dans la tête des enseignants et dans les programmes depuis toujours. Dès qu'on a dans la cour de récréation des tensions entre 2 enfants, on les fait venir. Qu'est-ce que tu en penses toi? Comment toi tu l'as vécu? Et donc on est dans la bienveillance et dans l'empathie et on montre aux enfants comment se comporter entre eux pour essayer de régler les problèmes, quoi, en fait. Et pour résumer très brièvement ma position par rapport à ça, je suis convaincue que l'empathie est la clé de résolution de beaucoup de problèmes au sein des communautés comme une école. Voilà. L'empathie et la bienveillance sont pour moi vraiment la clé essentielle pour construire des relations positives de soutien dans les relations entre les élèves et les enseignants ou le personnel, et entre les enseignants et les parents, et même entre les enfants et leurs parents. Selon le gouvernement, je préciserai que le harcèlement, c'est expressément ne jamais minimiser la parole de l'enfant, former les élèves, les parents et toute la communauté éducative, lutter contre toutes les formes de discrimination. Les mesures de prévention sont mises en place à l'école par l'adoption de comportements prosociaux et des formes positives de communication. Je rappellerai qu'il est indiqué que former les élèves à l'empathie doit améliorer la qualité des relations entre les élèves, favoriser l'acquisition d'un ensemble de compétences indispensables au vivre ensemble, à l'estime de soi, au respect de l'autre et, in fine, à la réussite scolaire de tous les élèves dans un climat
scolaire sera. Alors, que pensez-vous de tout ça? Sans doute que François ou Jean-Bruno, vous avez peut-être un point de vue un peu différent. Qui veut prendre Alors la parole? merci Edith. Personnellement, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Et oui, je suis ravi de voir qu'il existe une certaine prise de conscience sur la nécessité d'améliorer la qualité des relations entre élèves. Mais je suis aussi désolé de voir que cela se fait à travers une vision dans l'adversité, en confrontant le bien et le mal, ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, et en restant en fait dans un cadre très juridique des relations entre les personnes. Ce qu'on a pu entendre aussi, c'est qu'il y a un écart entre la demande institutionnelle et puis la mise en application dans les moyens qui sont mis en place. Le décalage exprimé dans le point de vue des adultes professionnels fait apparaître vraiment les limites de la démarche. Alors certes, comme ça a été mentionné, les cours d'empathie sont une bonne base, mais cela ne suffit pas. Apprendre à se comprendre soi-même, son fonctionnement, sa gestion des émotions, permet-il de pouvoir comprendre vraiment l'autre, de l'accueillir, ou est-ce juste une injonction à l'acceptation? Peut-être que d'amener la prise de conscience que chacun est différent, que sa gestion de ses émotions, sa communication le sont aussi, pourrait permettre de faire germer l'altérité qui sommeille chez chaque personne. Une notion, comme vous l'avez probablement perçue, qui est chère aux médiateurs professionnels. Les notions, les outils que nous proposons peuvent peut-être être intégrés dans les fameuses compétences psychosociales. Psychosocial, j'adore ce terme. Risques psychosociaux. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, donc je le garde pour l'instant. Oui, bien sûr, cette notion d'altérité n'est pas là, n'est pas présente, et notamment dans nos écoles, qui sont à l'image de la société. Et avec ces directives sur l'empathie, sur la bienveillance, sans aller jusqu'à l'altérité, eh bien, on se retrouve effectivement avec des professeurs qui ont du mal. Les personnes les enseignants sont vraiment démunis. Ils sont pas équipés. Tout simplement, ils ne sont pas équipés. On est dans une limite de compétences, comme tu le disais, François, pour pouvoir traiter en même temps d'un problème particulier de sensibilité exacerbée avec une classe qui, elle, fonctionne, je dirais, entre guillemets, normalement. Et donc, on va pouvoir avancer effectivement plus loin sur cette notion d'altérité qui doit bien être comprise parce que ça s'enseigne, ça s'apprend, l'altérité. C'est pas inné. Oui. Merci Jean-Bruno, merci François pour ces observations. Il y a un des témoignages qui m'avait marqué, c'est celui de Emmanuelle Piquet, qui elle-même d'ailleurs disait « C'est difficile d'enjoindre quelqu'un à l'empathie. Ça coule de source. On ne peut pas demander à quelqu'un et on ne peut pas lui enseigner l'empathie. En revanche, la relation aux autres, la qualité relationnelle aux autres dans l'altérité, cela est visiblement possible. Mais effectivement, on verra un petit peu plus loin. Alors, pour ma part, tu le disais, Jean-Bruno, alourdir la tâche des enseignants par des cours d'empathie, sachant qu'on ne peut enjoindre quelqu'un à de l'empathie, eh bien, ça me fait penser en fait à une citation d'Edgar Morin, qui dit, Platon dit, pour enseigner, il faut de l'éros. L'éros est un mot grec qui signifie le plaisir, l'amour, la passion. Pour communiquer, il ne sert à rien de débiter du savoir en tranches, mais il faut aimer ce que l'on fait et aimer les gens qui sont en face de nous. L'enseignant est celui qui, à travers ce qu'il professe, peut vous aider à découvrir vos propres vérités. Montaigne avait également, de façon métaphorique, indiqué que enseigner, ce n'est pas remplir un vase, c'est savoir allumer le feu. Alors, voilà, c'est tout le sens, en fait, de enseigner. Le sens premier, en fait, la vocation première d'un enseignant. Alors, être passionné, être aimant,
visiblement, on voit que ça ne suffit pas. Il est a priori nécessaire d'avoir et d'acquérir de nouvelles compétences. Et sur ce point, nous pouvons tous être d'accord car être en relation, eh bien, ça s'apprend à l'évidence. Mais est-il indispensable que ces compétences soient des compétences psychosociales, comme l'impose le gouvernement? Alors, je rappelle que ce dispositif gouvernemental, il est précisé qu'au-delà des cours d'empathie à l'école primaire, l'enjeu est de renforcer la formation des élèves aux compétences psychosociales dont la recherche atteste des effets bénéfiques. Il n'y a pas plus d'études, mais bon. Réduction des addictions, des phénomènes de violence, amélioration de la santé, du bien-être, de la réussite scolaire, renforcement des relations à soi et aux autres. Bon, pourquoi des compétences psychosociales? Eh bien, je vous invite à écouter la suite de notre reportage, puis nos médiateurs professionnels vont vous faire part de leur point de vue. En fait, les compétences psychosociales dont on parle ici, on veut que les enfants harceleurs ou potentiellement harceleurs les acquièrent, enfin je sais pas comment on dit, enfin en tout cas s'en emparent d'une certaine façon. Donc toutes ces mallettes, tous ces cours d'empathie, etc. sont dans le domaine de la prévention. Moi je ne suis pas contre. Je dis juste que c'est largement insuffisant au moment où le problème est là. Au moment où le problème est là, il faut des compétences psychosociales chez l'enfant en souffrance. J'ai envie de dire, après, attention à vouloir normaliser quelque part, c'est-à-dire faire rentrer de nouveau les enfants dans un moule. Et donc, face à telle situation, l'adulte qui dispense les cours, ou enfin voilà, est-ce qu'il doit dire, est-ce que c'est lui qui doit dire, ben voilà, face à telle situation, vous devriez réagir comme ça? Ben non, parce que dans certains cas, je trouve que le stress peut être aussi, enfin, donc si on prend par exemple une situation de stress, un stress peut être informatif et nous aider à réagir de façon appropriée. Et donc ce stress, en fait, il m'indique que je suis pas prêt, ok, qu'est-ce que je peux faire pour être prêt? Et donc en fait, pour être prêt, quel pourrait être un plan d'action à mettre en place? Et donc juste se dire, t'as du stress, calme-toi et respire, ça va passer. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est vraiment, on va un peu plus loin en disant qu'est-ce que le stress, qu'est-ce que mon émotion me donne comme information? En écoutant ces témoignages, il apparaît en définitive que les préoccupations étaient relativement anciennes. Certains d'ailleurs diront qu'on n'a pas attendu une directive quelconque pour faire de l'empathie. Donc c'est la preuve que développer de l'empathie, de la bienveillance, ça suffit pas. Et même peut-être, ça serait inopérant. Donc, qu'en pensez-vous, Jean-Bruno et François? Mais, merci Edith. C'est vrai que par rapport au témoignage qu'on a pu écouter à l'instant, le quid de la normalisation de ces compétences, du moule qu'on veut créer. Est-ce que sous la belle image de l'école inclusive, en fait, nous ne sommes pas en train de brimer ou de brider également les élèves qui sont différents? Chaque personne est unique. Comment accueillons-nous réellement les différences de nos semblables? Que faisons-nous lorsqu'une personne, un enfant, un adolescent, un adulte, se retrouve en difficulté par rapport aux autres? Et parfois, tout simplement, juste avec elle-même. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer des injonctions qui favorisent peut-être la confusion identitaire? Comment est-ce que je dois me positionner entre ce que je souhaite, répondre à mes attentes, mes besoins, et en même temps répondre aux attentes des autres ou de la société? On a entendu aussi précédemment de l'évaluation de ces fameuses compétences psychosociales. Et on voit une fois de plus certaines limites. Comment évaluer le degré d'empathie d'une personne? Ça a l'air d'être assez compliqué pour le moment. Vous avez peut-être également une réflexion à ce sujet. Mais oui, François, pour moi, rien que le fait de vouloir évaluer le degré d'empathie de quelqu'un, c'est déjà pas du tout empathique quelque part.
et ça ne le fait pas réfléchir. L'idée est vraiment que les personnes non pas cherchent à savoir quel est le degré d'empathie de l'un ou de l'autre pour arriver à un seuil où tout le monde serait de la même manière placé à la place des uns et des autres. Pour moi, ça serait complètement contre-productif. L'idée est plus déjà de faire réfléchir les personnes et pour ça, de définir la différence qu'il y a entre penser et réfléchir. C'est vraiment une réflexion et une capacité de faire réfléchir et non pas de penser que les enseignants doivent acquérir. Et pour cela, c'est tout le système de l'éducation nationale qui doit se poser la question. Comment faire autrement que d'imposer? Oui, imposer avec un certain nombre de référentiels. Parce que quand on parle de psychosociaux ou de référentes psychosociales, c'est ordonnancé. C'est considérer qu'il y a un ordre établi, qu'il y a un comportement à avoir et pas un autre. Et là, cet ordonnancement, cette classification, cette mise en tiroir, en fait, des individus ne permet pas l'accueil de l'autre dans ses différences, tout simplement. Et l'altérité, justement, permet de considérer l'autre dans une posture d'accueil, l'autre avec ses différences, en tant qu'il est autre, avec ses envies, avec ses passions, avec ses objectifs, avec tout. Il faut accueillir tout. Et pour cela, il faut apprendre. Il faut apprendre peut-être à faire abstraction de ses propres référentiels, ce qui est une véritable discipline à part et à part entière. Ce n'est pas inné de ne pas faire appel à nos propres référentiels pour échanger avec l'autre. Et ça, donc, c'est effectivement une des disciplines maîtrisées par les médiateurs professionnels en exercice. Oui, qui vont permettre justement d'avoir la posture de distanciation nécessaire pour justement faire que la personne se sente accueillie, se sente reconnue, plus encore, et s'en mettre soi-même ses propres référentiels, ses propres aussi émotions. Hein. Merci pour ces observations. Alors, pour ma part, ce qui m'a interpellée avant toute chose, c'est que la formation concerne principalement les élèves. Mais finalement, tout le monde doit être concerné. Il est question de vie en société, il est question de projet sociétal, duquel découle directement le projet éducatif. Hein, ne trouvez-vous pas? Alors, ça m'amène en fait à m'interroger sur quel est le rôle que l'on peut donner à l'école. Quelle définition de ce rôle peut-on donner au niveau de l'école? Et nous pourrions dire quelques mots peut-être sur l'évolution de cette école, parce que initialement il était question d'instruction et aujourd'hui on parle d'éducation. Oui, sur instruction et éducation, qui est là pour instruire et qui est là pour éduquer? Et c'est vrai que depuis quelques décennies, la ligne est très fine entre les deux termes. Et il est parfois compliqué, et j'en fais partie en tant que vacataire de l'éducation nationale, d'instruire ou d'éduquer. Quelle est la part de savoir que je dois transmettre? Quelles sont les expériences aussi que les élèves vont pouvoir vivre et que je vais pouvoir accompagner? Quel est le rôle de la société dans l'instruction et dans l'éducation de ces enfants? Et nous sommes un peu tous les enfants de la société, de toute façon, peu importe notre âge. Plutôt que de parler d'éducation à l'empathie, d'éducation à la bienveillance, eh bien, parlons d'éducation à la reconnaissance de l'autre en tant qu'il est autre, et non pas un autre soi-même. Et en fait, alors tu disais, Jean-Bruno, la société se plaçait en victime, mais en fait, peut-être que nous pouvons instruire les personnes, peu importe leur âge, leur expérience, on peut les instruire justement à un nouveau paradigme, celui de l'altérité, en effet, à
à la prise de conscience que nous pouvons tous choisir également la façon dont nous souhaitons mener nos relations. C'est paradigme de l'entente et de l'entente sociale, instrumenté par les notions d'altérité qui, en définitive, est le cœur de tous les outils de l'ingénierie relationnelle que nous verrons tout à l'heure. Et pour revenir à la précédente GIMP, la thématique était le bien vivre ensemble, mais effectivement, le bien vivre ensemble, c'est porter un projet sociétal. La société, comme tu disais, est une entité. Elle n'existe pas en tant que telle, c'est une multitude d'individus qui ont décidé de vivre ensemble, de faire société. Et bien, faire société, c'est également élaborer un projet sociétal. Et le projet éducatif n'est qu'un moyen qui permet la mise à exécution de ce projet sociétal. Et sans doute, la société d'aujourd'hui aurait intérêt à réfléchir sur ces deux projets, sociétal et éducatif, pour ne pas se perdre davantage en essayant de se raccrocher en fait à des repères que sont des valeurs morales, le respect, etc. Plus profondément, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vivre ensemble et bien vivre ensemble. Alors, qu'est-ce que l'on veut pour l'éducation de demain? Et ça, c'est donc la 4e partie de notre conférence. Que voulez-vous pour l'éducation de demain? Écoutons les professionnels interviewés. Le problème, je pense que vous le dites très bien, c'est que, et moi je me bats pour ça depuis maintenant 15 ans, c'est que je pense que c'est un problème qu'on regarde avec un regard d'adulte, alors que c'est un problème qu'on doit regarder à hauteur d'enfant. Ça veut dire que moi je pense qu'un professionnel qui travaille ce sujet-là, il doit être accroupi à côté de l'enfant. Mais c'est une métaphore, mais vraiment je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il doit faire sienne la réalité perceptuelle de l'enfant harcelé. Moi, je dis souvent à mes étudiants, je veux que vous connaissiez la couleur des chaussettes, du harceleur. Je veux que vous connaissiez le prénom de sa mère. Enfin non, mais j'exagère, mais je veux vraiment que vous soyez dans ce contexte-là parce que c'est juste en étant avec eux qu'on va comprendre ce qu'il faut faire. Et par ailleurs, les parents souvent, parce que il faut bien remettre les choses dans leur contexte émotionnel. Quand on est parent, savoir que son enfant n'est pas aimé, c'est une horreur. Je veux dire, c'est quelque chose d'abominable, déjà, premièrement. Deuxièmement, on apprend qu'en plus de ne pas être aimé, il est isolé, tapé, insulté, moqué, enfin, racketté, enfin, toutes sortes de choses. C'est une douleur animale. C'est-à-dire que c'est pas concevable, en fait. Donc, on n'a évidemment qu'une envie, c'est environ de tuer tout le monde. De l'enfant qui a fait ça à ses parents jusqu'au principal, puis au ministre et enfin au président de la République. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens à tuer. Et puis, en plus, ça marche pas très bien. Et donc, on est poussé, en fait, par notre émotion, par notre indignation, par notre tristesse, par notre colère, par notre peur. C'est quand même un maelstrom émotionnel assez colossal. On est poussé à, comme je le disais tout à l'heure, intervenir à sa place, se mettre comme garde du corps, en fait, entre lui et les enfants harceleurs, ce qui, je le redis, est parfaitement logique, mais qui, comme on l'a dit juste avant, aggrave en fait cette espèce d'escalade complémentaire entre un enfant ou un groupe d'enfants de plus en plus en position haute, comme on le dit chez Palo Alto, et un enfant souvent seul en position de plus en plus basse. En intervenant, on agrandit en fait cette escalade, on l'accélère, on l'amplifie, enfin je ne sais pas comment dire. Et nous, notre idée, c'est plutôt d'étayer de ce côté-là pour refaire venir à l'équilibre en fait. Chaque semaine, je mets en place un conseil de classe où chacun est libre de parler, mais chaque élève exprime son sentiment sur la semaine, comment ça s'est passé pour lui, et les autres aussi donnent leur avis. Donc, pour éviter que ce soit encore une fois l'enseignant qui dise bon bah toi cette semaine t'as pas été sage, t'es puni. Non, c'est les autres élèves qui disent oui, ton comportement m'a dérangé parce que bah là tu m'as un peu mal parlé, tu as fait du bruit en classe, etc., etc. Donc, ce conseil de classe est déjà un moment où il y a une vraie discussion entre chaque élève. Deuxième chose qu'on met en place avec mes collègues tout au long de l'année, c'est dans les cours de récréation souvent où il y a
des moqueries, des choses comme ça. Et donc, pour tout de suite essayer de casser cette possibilité qu'il y ait du harcèlement euh, envers les uns envers les autres, on a mis en place ce qu'on appelle le message clair. C'est-à-dire que quand un enfant est en colère parce que quelqu'un lui a mal parlé ou s'est moqué de lui, il doit lui faire un message clair. Donc à partir du moment où il utilise je vais te faire un message clair, l'autre est dans l'obligation d'écouter. Et l'enfant qui a utilisé le message clair doit dire voilà, tu m'as fait de la peine parce que tu m'as dit ça, je n'ai pas aimé, mais toujours dans une discussion apaisée. L'autre doit être dans l'écoute et après justifier son comportement, s'excuser éventuellement aussi. Et s'ils n'arrivent pas à ce moment-là à s'entendre, ils vont voir l'adulte en disant je lui ai fait un message clair, je lui ai dit ça, mais voilà comment ça s'est passé. Ça évite souvent d'avoir des enfants qui se crient dessus, en disant par exemple tu m'énerves, de toute façon, nanana. Non. Donc tout de suite, je vais te faire un message clair, voilà, tu m'as énervé parce que tu as eu tel comportement. Donc ce message clair, on l'utilise depuis le CP. Et donc moi, j'ai des élèves de CM1, CM2, donc c'est des plus grands, hein, qui ont 10 ans, 11 ans. Donc ils ont haillé ces habitudes-là et souvent, quand ils viennent me voir en disant oui, tel enfant m'a embêté, je leur demande est-ce que tu leur as fait un message clair? Ah non, bah va lui expliquer. Et souvent, je vois au loin qu'ils ont une discussion, l'autre s'excuse et puis finalement, on rentre dans quelque chose d'apaisé et on n'a pas cette répétition d'agression verbale qui peut après aller beaucoup plus loin. Alors, moi, effectivement, ce que je pense qui manque énormément, c'est surtout une identification, enfin, c'est savoir travailler le vivre ensemble. On ne prévoit pas, ou si peu, de moments et d'activités où on leur offre pas la possibilité d'ouvrir cette parole, de pouvoir s'emparer de la parole et faire des propositions et d'avoir un esprit critique, mais critique dans le bon sens, pour mieux construire sa relation à l'école et sa relation par rapport aux apprentissages et par rapport au monde adulte. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à équiper nos élèves, à comprendre ces différences, à comprendre comment engager des conversations sur lesquelles nous ne sommes pas tous d'accord forcément, et ce n'est pas une fatalité, mais comment est-ce qu'on peut continuer à avancer ensemble, même si nos points de vue, nos perceptions ne sont pas les mêmes. Je pense vraiment que si nous développons les compétences les plus douces pour nos étudiants, l'avenir sera différent. Donc, on est à l'école Anna Maria Janet en Andorre et ça fait déjà quelques années, 2 années, on va dire, et on s'est rendu compte que nos élèves avaient un manque sur quelques valeurs en général. Et quelques instituteurs et institutrices de l'école, ils ont décidé de mettre en place un projet qu'on a nommé un chemin vers le sommet. Ce projet consiste on le met en place juste en primaire. Tous les agents éducatifs de l'école sont impliqués. Donc, pour commencer, les lundis, mercredi et vendredi matin, ils dédient 5-10 minutes en classe pour se réunir en petits groupes en classe et communiquer, parler entre eux, créer peut-être des liens et tisser ces liens qu'on ne peut pas faire dans d'autres instants de la journée. Et ça, c'est une partie dans la classe. Et il y a des points qui sont donnés à ces élèves. Tout le monde peut donner des points, c'est-à-dire tous les adultes peuvent donner des points à ces enfants. Et pour donner des points, comment il faut le faire? On s'est basé sur 5 valeurs. Le respect, et l'ordre, la ponctualité, l'esprit d'équipe et le travail. Et ces points sont marqués sur chaque classe. À la fin de la semaine, un vendredi sur 2,
Oui. Et ces ponctuations, on les passe sur un grand tableau qui est à la cantine. Et pourquoi la cantine? Parce que tous les élèves peuvent voir ce tableau et ils sont conscients de qui est en tête de cette petite compétition. Et pas seulement, mais ils peuvent aussi voir dans quelle valeur ils peuvent améliorer leur score. Quelle éducation pour l'avenir de nos enfants? Le monde de demain sera un monde dans lequel, dès le début, des jeunes petits qui vont à l'école, les enseignants seront en capacité de parler d'altérité et de donner des exemples et des exercices pratico-pratiques pour se rendre compte de ce que c'est que l'altérité, de l'attention qu'elle demande sur nous. Cette notion d'altérité, d'abord sur nous, dans notre propre cerveau qui sécrète des émotions à tout instant. Et qu'est-ce que j'en fais de ces émotions? Donc, il y a bien une histoire aussi de maîtrise de ces émotions. Dès le début, pouvoir permettre aux enfants de se poser des questions et de réfléchir à ce qu'ils ressentent me paraît le socle d'une peut-être une prochaine société de l'altérité. Merci Jean-Bruno pour ces précisions. Avant de te donner la parole, François, on voit dans ces vidéos que on prône l'empathie, on prône des valeurs. On l'a vu dans certaines, Henriette Techier par exemple. On voit dans des vidéos comme Rachel Léonard qu'elle prône l'empathie, la bienveillance, mais derrière ça, il y a des notions de respect de l'autre, des valeurs particulièrement moralistes, je dirais, ou moralisantes. C'est peut-être louable, mais quoi qu'il en soit, on voit que dans toutes ces vidéos, finalement, au-delà de ces valeurs, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de processus qui permet justement, invariablement, au-delà de ces notions de valeurs, de mettre justement en exergue l'individu en tant qu'il est autre, et de l'accueillir en tant que tel. Et c'est peut-être quelque chose qui est à la fois simple, mais difficile à mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes porteur de la médiation professionnelle et de sa méthodologie. On va la nommer l'ingénierie relationnelle. Peut-être vous pourriez rajouter un certain nombre de précisions qui nous permettent ou qui permettent à nos auditeurs de comprendre qu'est-ce que ça apporte pratico-pratique? Quelle est cette méthode? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à ces notions d'empathie, de bienveillance, d'imposer, comme tu l'as dit très justement, Jean-Bruno, des valeurs? Quelle est la différence finalement par rapport à d'autres méthodes? On a vu par exemple en Andorre qu'il y a également je dirais, un système d'empathie qui est mis en place, mais on ne sait pas trop exactement quelle est la méthode. Qu'est-ce qui fait la différence? Dans ce que propose l'ingénierie relationnelle, par rapport aux différents témoignages qu'on vient d'entendre, il y avait plusieurs questions, plusieurs besoins d'exprimer par les différents interlocuteurs. Comment apprendre à résoudre une situation de conflit? Comment apprendre à communiquer dans ce type de situation? Et à communiquer en fait en général. Comment faire société avec des points de vue qui sont tous légitimes, mais des points de vue différents, des besoins, un environnement aussi qui peut l'être. L'ingénierie relationnelle justement répond à ces besoins. On va pouvoir voir avec les outils qui sont proposés comment accueillir l'autre. On va amener ces notions d'altérité sans forcément les imposer, justement. On va apprendre aux personnes ce qu'est la reconnaissance, puisque c'est un besoin naturel d'être reconnu par chacun, d'être important dans les yeux des autres. La reconnaissance commence par l'accueil de la légitimité du point de vue, la légitimité d'action, la légitimité de bonne intention que chacun peut avoir.
et également des techniques d'échange que l'on peut avoir avec des personnes sans forcément rentrer en empathie ou en bienveillance. Et c'est des termes qui peuvent être compliqués pour les personnes. L'empathie, justement, et la bienveillance, puisque nous avons tous une valeur différente par rapport à ce qu'est la bienveillance, ce qu'est l'empathie. On va parler peut-être d'haltérocentrage, qui est un des outils préférés des médiateurs professionnels, et qui permettent, l'haltérocentrage permet d'accompagner l'autre, et par ricochet, de s'accompagner soi-même dans sa relation. Je veux dire qu'en fait, le médiateur a un effet miroir et va permettre d'accompagner la personne qu'il a devant lui à réfléchir. C'est un accompagnement, en définitive, à la structuration de sa pensée. Il va l'aider. C'est exactement ça. Je te remercie, François, pour cette intervention. Vous pourriez, l'un ou l'autre, pour nos auditeurs, marquer une différence entre peut-être une attitude empathique et une attitude en altérité. Eh bien, je prends la parole. Merci, Edith. L'altérité, c'est vraiment un changement de paradigme. Il va falloir transgresser son cerveau, littéralement. C'est très difficile, et pour cela, il y a des techniques qui sont celles que tu disais, François, l'haltérocentrage, se centrer sur l'autre. Mais malgré tout, il va falloir faire, pour le médiateur, un vrai travail, faire un travail de comprendre les limites de l'empathie. C'est quoi ces limites de l'empathie? Eh bien, c'est que ma sensibilité, mes référentiels, mes croyances, mes certitudes, mes convictions, face à un deuil, par exemple, face à la mort de mon chien, vont faire que je vais moi-même ressentir des choses qui ne sont pas transcriptibles pour l'autre. Même l'autre, s'il est tout gentil avec moi, tout empathique, il me témoigne de la compassion pour mon chien mort, eh bien, ça va être gentil pour moi. Mais ça ne va pas m'aider à traverser ce que je vis. Avec toute la bienveillance, l'empathie ne sera parfois pour certains que simagrée, que petit pansement. Alors que l'altérité, qui va passer par une transgression de notre propre cerveau en termes de croyances, de certitudes, de convictions, de référentiels culturels, cultuels, on va devoir vraiment faire un travail simplement de reconnaître ce qui sort du système de l'autre. Et là, ça va l'aider dans la structuration de sa pensée pour passer du cerveau limbique à un cerveau de cortex, néocortex, qui va rationaliser et qui va pouvoir le faire respirer. Ça n'enlèvera pas qu'il traverse une période difficile, mais en la reconnaissant, on débloque les limites de l'empathie, qui sont finalement des limites égocentrées. L'haltérocentrage, c'est l'outil de l'altérité, qui passe, encore une fois, par une attention permanente aux mots et à nos états, nos propres états émotionnels. Pour celui qui va faire acte d'altérité, d'accueil de la différence de l'autre, eh bien oui, il va falloir transgresser souvent ses propres émotions pour rester dans le retour, le miroir, on a dit tout à l'heure, hein, et l'aide du sens aussi, qui émane de la personne qui est en face de nous, qui exprime sa douleur, son deuil, qui pleure, etc. Ou qui est en colère. C'est vraiment cette abstraction, justement, de se mettre en fusion, empathie, hein, l'émotion, la sympathie, c'est la symbiose avec l'émotion. L'empathie, ben, on va prendre l'émotion de l'autre. Ça sert à quoi, finalement, si on veut vraiment permettre à l'autre de se sentir entendu et reconnu? Eh ben, ça ne sert à rien. Merci Voilà. Jean-Bruno pour ces précisions. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en définitive, c'est un accompagnement à cette personne-là qui est en souffrance en face de toi, à structurer sa pensée, à dépasser ses émotions
également. Tu as pris un exemple assez dur qui était le deuil. Même si c'est le chien, il n'en demeure pas moins que ça peut être quelque chose qui est particulièrement douloureux. Ça peut être dans n'importe quelle autre situation aussi. Il suffit simplement qu'entre deux collègues de travail, deux enseignants, un qui dit à l'autre j'en peux plus, je suis complètement débordé, j'en ai marre, j'ai passé une journée vraiment terrible, etc. Si cette personne-là n'a plus un langage empathique, mais va pouvoir par l'altérité accompagner cette personne, eh bien, ça sera de lui dire, eh bien, ce que tu me dis, c'est qu'en définitive, tu es complètement débordé, que tu n'as pas pu faire autrement ou tu t'es pas organisé peut-être différemment. Tu pourrais peut-être, etc., etc. Et là, c'est l'amener à autre chose, sur un autre terrain, qui va pouvoir effectivement lui permettre de prendre conscience de ses émotions, lui prendre conscience de pourquoi il a ce ras-le-bol, pourquoi il a cette râlerie, et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour que justement cette situation puisse évoluer dans le sens qu'il le souhaite. Et on voit qu'il y a effectivement deux façons de présenter les choses. L'une où on va enfermer peut-être cette personne, même si effectivement on va l'enfermer dans un petit cocon bien affectif, ce qui est parfois sympa, ça permet effectivement de se sentir aimé. Mais à côté de ça, eh bien, l'autre va prendre toute une autre amplitude qui est de l'accompagner à la réflexion, dépasser ses émotions et arriver à une prise de décision. Donc, merci pour ces clarifications, ces précisions concernant donc cette méthodologie, cet autre paradigme qui est le paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Et on a, en tant que médiateur professionnel, une proposition à faire. Annie Lascou vous la présente. Des médiateurs professionnels formés par le PMN ont réfléchi à la mise en œuvre d'un dispositif de médiation et de qualité relationnelle destiné aux établissements scolaires, à la communauté éducative. Je dirais que ce dispositif répond point par point aux enjeux identifiés dans le rapport Faire Alliance et redonner confiance, rédigé par la médiatrice de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Madame Catherine Becchetti-Bizot. Alors, ce dispositif repose sur 3 axes majeurs. D'abord, c'est répondre à la nécessité d'avoir un médiateur ou un référent qualité relationnelle dans les établissements scolaires. C'est-à-dire que il est impératif que des personnes formées à l'ingénierie relationnelle puissent recevoir en toute confidentialité et dans une posture professionnelle les acteurs de la communauté éducative qui rencontrent des difficultés relationnelles. Ce sont les élèves, les professeurs, les personnels administratifs, pédagogiques, même des parents d'ailleurs. Ces médiateurs ou ces référents qualité relationnelle, eux peuvent être issus de l'établissement, peuvent faire partie du personnel. Ils peuvent être également des parents volontaires qui vont être formés pour accompagner les acteurs de la communauté éducative dans la résolution des conflits. Ce qui représente d'ailleurs le deuxième axe majeur de ce dispositif, c'est la mise en œuvre de processus pour résoudre les dynamiques conflictuelles. Et donc, dans ce dispositif global, des actions concrètes sont prévues pour résoudre les conflits existants. Et comme je l'ai dit, l'intervenant peut être issu de l'établissement scolaire, il peut être un professionnel externe à l'établissement scolaire. Et puis, il y a un troisième point, c'est tout ce qui est de l'ordre de la sensibilisation et de la prévention. Donc, ce troisième axe, il est essentiel parce qu'il vise la formation de tous les acteurs à un aspect qui est fondamental et qui est souvent négligé, c'est comment être en relation. Vous le savez, on apprend plein de choses, en particulier dans les établissements scolaires, dans les classes, mais pour autant, on n'apprend pas à être en relation, donc avec l'autre et parfois même avec soi. Alors, ça passe par des interventions qui vont être réalisées dans les établissements scolaires par des professionnels pour enseigner sur la relation 3 éléments clés. D'abord,
c'est important de savoir ce que c'est qu'une relation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est constitutif d'une relation? Est-ce qu'il y a des éléments invariants que l'on va donc retrouver dans toutes les relations? Comment également se dégrade une relation jusqu'à devenir conflictuelle? Est-ce qu'il y aurait là aussi des éléments que nous pourrions, des éléments de dégradation relationnelle que nous pourrions retrouver dans tous les conflits? Et enfin, comment anticiper ces situations de dégradation? Ce qui permettrait donc de faire toute cette prévention. Alors, l'objectif de ce dispositif, c'est évidemment de favoriser les contributions et l'entente entre les différents acteurs. C'est savoir accueillir les différences, bien sûr, pour enrichir les relations en promouvant l'altérité. Et vous voyez que aujourd'hui, lors de cette journée internationale de la médiation professionnelle, le terme altérité est très utilisé puisqu'il est porté et promu par les médiateurs professionnels. C'est également prévenir les conflits, notamment les situations de harcèlement, bien sûr. Et puis, c'est contribuer en fait à un climat scolaire serein et propice à l'apprentissage. Pour les personnes qui sont intéressées par ce dispositif, eh bien, vous pouvez consulter un annuaire qui va vous permettre de trouver facilement un ou une médiateur professionnel dans votre région, et ensuite le réseau va se mobiliser pour répondre aux attentes des établissements que vous allez pouvoir indiquer. Merci Annie pour nous avoir fait part de la proposition des médiateurs professionnels qui, vous avez dû le comprendre, sont des accompagnateurs de projets. Aujourd'hui, dans le cadre de cette thématique, il est question d'éducation. Je vais me permettre de vous poser une question. Selon vous, scolariser les enfants, n'est-ce pas, en premier lieu, les inviter à la table de la société? N'est-ce pas leur permettre de découvrir ce qu'est la vie en société? Ces enfants ne savent pas, mais ils peuvent apprendre. L'école devrait sans doute avoir pour mission première de créer un environnement leur permettant d'avoir envie de vivre en société et de s'y impliquer. Alors vous allez me dire, mais comment les impliquer? Alors au-delà de les instruire, eh bien c'est aussi leur permettre de réfléchir, leur apprendre donc à réfléchir, leur permettre de découvrir ce qu'est la vie en société, c'est leur apprendre aussi ce qu'est l'accueil, ce qu'est le partage et même ce qu'est la liberté, car la liberté, quand on y réfléchit bien, eh bien ça s'apprend également. Et c'est en cela que réside donc toute implication, toute motivation, qui est liée en fait à tout simplement de l'émotionnel, et qui fera que l'élève sera impliqué ou pas, qu'il s'impliquera ou pas. Alors réfléchissez. Chacun de nous a besoin en définitive de s'épanouir pleinement dans sa vie. Et chacun de nous est en quête de bonheur. Eh bien, si ce bonheur, et ça serait pas mal, pouvait commencer sur les bancs de l'école. C'est en fait donner tout le sens, dès le démarrage de cette vie, donner du sens à sa vie. Alors j'en ai peut-être suffisamment dit, je vais passer la parole pour le mot de la fin à François et Jean-Bruno. Comment pouvons-nous ensemble faire société et créer un système d'instruction, d'éducation qui puisse accompagner chacun, aussi bien les enfants que les enseignants, les éducateurs, à ce que les choses, le système évolue vers l'altérité, justement. On a pu voir que les professionnels ont pris le sujet à bras-le-corps depuis plusieurs années, sans forcément attendre les décisions politiques. Donc il y a et c'est plutôt positif, une véritable volonté pour que ça aille mieux. Et aujourd'hui, les médiateurs professionnels sont pour moi incontournables dans l'accompagnement de cette volonté positive. Merci François. Jean-Bruno? Merci Edith.
Merci François. J'aimerais d'abord, moi, remercier aussi tous les intervenants de nos interviews, les enfants, et puis tous les instituts, qui c'était pas facile pour eux de prendre la parole. Pour accéder à l'altérité, la première chose, c'est comprendre. Comprendre. Et pour comprendre, il faut réfléchir. Nous sommes à disposition de l'éducation nationale, nous sommes à la disposition du gouvernement, nous sommes à la disposition des différents ministères pour proposer nos services de médiateurs professionnels avec une autre vision, un changement de paradigme sur ce qu'il est possible de mettre en place au sein des institutions, dans les établissements scolaires, pour notre société, tout simplement. Merci Jean-Bruno, merci François. Donc merci effectivement à toutes les personnes qui ont répondu positivement à notre demande d'interview. Je vous remercie donc sur ces mots. On se dit à l'année prochaine, GIM 2026. Nous ne savons pas la thématique. Sachez, quoi qu'il en soit, que cette année, par rapport à le sujet traité, l'éducation, eh bien, nous avons élaboré cette conférence en ligne, mais également, sachez que dans nombreuses régions, des conférences, des débats, des points d'accueil, des permanences ont été mis en place à cette occasion. N'hésitez pas donc à contacter le médiateur professionnel de votre région. Vous le trouverez facilement sur un site allomediateur.com. Merci et à l'année prochaine.